Bonjour à tous, ici la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous allons interpréter dans cet épisode est Communication non violente, un langage de vie. Il s'agit d'un livre très célèbre, salué par les Nations Unies comme l'une des meilleures pratiques en matière de résolution non violente des conflits dans le monde, et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Cependant, beaucoup de gens ont en réalité une incompréhension fondamentale à propos de ce livre, pensant qu'il s'agit d'un livre sur les compétences en communication. Cependant, si vous lisez attentivement ce livre, vous constaterez qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de communication. Il parle en fait d'un sujet plus profond, à savoir comment éliminer l'hostilité dans le cœur des gens et les remplir de bonne volonté entre les gens. Comment maîtriser les méthodes de communication non violente systématiques? Après avoir écouté ce programme, je pense que tout le monde comprendra. Afin de comprendre le thème de ce livre, il faut d'abord parler de l'origine de ce livre. En 1943, il y avait un petit garçon juif dont la famille déménagea à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Je pensais qu'une nouvelle vie était sur le point de commencer, mais malheureusement, à peine 2 semaines avant de déménager ici, un violent incident provoqué par des conflits raciaux s'est produit dans un parc local. Dans les jours suivants, plus de 40 personnes ont été tuées les unes après les autres. Ce qui est encore plus regrettable, c'est que l'endroit où vit ce petit garçon juif se trouve être le centre du conflit. Pendant 3 jours entiers, ils ont gardé leurs portes fermées et n'ont pas osé sortir. Plus tard, lorsque les émeutes ont finalement pris fin et que les écoles ont repris les cours, les troubles ont recommencé. Le premier jour d'école, il a été victime de discrimination de la part de certains camarades de classe. Lorsque le professeur a appelé le petit garçon, 2 camarades de classe l'ont regardé avec férocité et l'ont traité de « diable juif ». Cependant, il n'avait aucune idée de ce que signifiaient les mots « diable juif ». Et ce n'était pas encore fini, après l'école, 2 camarades de classe l'ont encore arrêté, l'ont poussé au sol, l'ont battu et lui ont donné des coups de pied. Si une personne ordinaire rencontre ce genre de choses, elle sera certainement en colère et devra peut-être trouver une occasion de se venger. Cependant, ce petit garçon est différent. Même s'il était également en colère, il a également commencé à réfléchir à de nombreux problèmes à cause de cet incident. Par exemple, pourquoi les gens réagissent-ils si différemment lorsqu'ils sont victimes de violences? Certaines personnes sont pleines de colère et ne pensent qu'à la manière de se venger, mais certaines personnes pensent aussi au bon côté tout en éprouvant des émotions. Un autre exemple est la raison pour laquelle certaines personnes dans la vie sont sujettes à des conflits simplement parce qu'elles ne sont pas d'accord, tandis que certaines personnes sont non seulement capables de maintenir leur bonne volonté, mais aussi de trouver activement des moyens pour que les gens s'entendent plus harmonieusement. Ce petit garçon pense que face à des conflits, il peut éliminer l'hostilité dans son cœur et toujours maintenir la bonne volonté entre les gens. Il a donc commencé à étudier, d'abord seul, puis il a étudié pour un doctorat auprès de Carl Roger, un maître en psychologie. Finalement, après des décennies de recherches minutieuses, il a finalement développé cette méthode. À ce stade de l'histoire, vous devez avoir deviné que ce petit garçon est l'auteur de ce livre, Marshall Luxemburg. Et cette méthode est le livre « Communication non violente ». En 1984, l'auteur Luxemburg a spécialement créé le Centre pour la communication non violente. En 2006, il a reçu le Bridge of Peace Award de la Global Village Foundation en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles dans la promotion de l'harmonie humaine. En 2015, le docteur Luxemburg est décédé. Mais cette méthode de communication non violente s'est répandue dans le monde entier. En parlant de ça, tout le monde doit être curieux, de quel genre de méthode s'agit-il? Pour faire simple, en changeant le langage, nous pouvons façonner nos pensées à l'envers. En d'autres termes, dans le passé, nous pensions tous que les gens devaient d'abord réfléchir, puis parler. Vos mots représentent vos pensées. Mais, selon l'argumentation présentée dans ce livre, c'est tout le contraire qui est vrai. Bien souvent, nous disons d'abord quelque chose par inadvertance, et ces mots, à leur tour, façonnent nos pensées. Par exemple, il existe une histoire particulièrement célèbre sur une armée dirigée par un homme qui perd toujours chaque bataille. Comment signaler? Si nous disons que nous avons été vaincus à plusieurs reprises, c'est fini et il n'y a pratiquement aucun espoir. Cependant, si l'on parle de défaites répétées et de défaites répétées, cela ressemble-t-il un peu à devenir plus courageux à chaque revers? Le sentiment change. C'est ce qu'on appelle les idées façonnant le langage. Le cœur de la communication non violente est d'éliminer l'hostilité dans le cœur des gens en changeant de langage, afin qu'il y ait de la bonne volonté entre les gens. C'est aussi le problème que le livre « Communication non violente » vise à résoudre. Comment pouvons-nous éliminer l'hostilité dans nos cœurs en changeant notre langage, améliorant ainsi les relations entre les gens? Ensuite, nous interpréterons ce livre en 2 parties. Première partie. Puisque notre objectif est d'éliminer les facteurs négatifs qui provoquent l'aliénation entre les gens, nous devons toujours savoir quels sont les facteurs qui la provoquent. Et comment maîtriser les méthodes de communication non violente systématiques? L'auteur estime que le facteur le plus important à l'origine de l'aliénation relationnelle est le jugement moral. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, lorsque nous voyons souvent les autres faire quelque chose, nous aimons toujours trouver une raison morale à ce comportement. Par exemple,
Si je vois quelqu'un discuter au bureau, je pense qu'il est paresseux. Si je vois quelqu'un avec un tatouage, je pense que ce doit être une mauvaise personne. Si je vois quelqu'un croiser les jambes dans le bus, je pense que la personne est vraiment contraire à l'éthique. Pour faire simple, lorsque nous observons un comportement, il est facile d'en faire immédiatement abstraction d'une raison morale ou motivationnelle. Je pense qu'il doit y avoir une raison morale pour que l'autre personne fasse cela, et cela est souvent dû à l'instinct humain. Vous savez, les gens ont une capacité particulièrement développée, qui est l'auto-vérification. Tant que vous avez une supposition, vous rechercherez inconsciemment des preuves pour prouver que vous avez raison. Par exemple, vous mangez dans un restaurant et une personne passe à côté de vous. Lorsque vous baissez les yeux, vous constatez que votre téléphone a disparu sur la table. Vous soupçonnez que la personne qui vient de passer l'a volé. Ne vous inquiétez pas, plus vous le regardez, plus il ressemble à un voleur. Quand je vois quelqu'un porter un chapeau, je me demande, qui porte un chapeau quand une bonne personne mange? Ce doit être pour dissimuler l'apparence. Si vous regardez à nouveau quelqu'un et constatez qu'il ne vous regarde pas, qu'est-ce que cela signifie? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans son cœur et il a une mauvaise conscience. Pourquoi n'oses-tu pas me regarder dans les yeux? Bref, il n'est pas agréable à regarder, peu importe comment on le regarde. Après quelques analyses, vous avez décidé d'appeler la police. En baissant les yeux, vous avez constaté que votre téléphone était tombé au sol. À ce moment-là, si vous regardez la personne tout à l'heure, assurez-vous de l'aimer comme bon vous semble. Porter un chapeau signifie que la personne se soucie de son image, ne pas oser me regarder signifie qu'elle est polie. Vous voyez, c'est la nature humaine. Faire habituellement des hypothèses sur le comportement des autres et être particulièrement difficile à changer. Cela forme donc un cycle, observation du comportement, jugement moral, collecte de preuves, auto-vérification, approfondissement du jugement. Ce que vous observez est un comportement, mais une fois que le cerveau le traite, cela devient un jugement moral. Pour reprendre les mots de l'auteur, c'est ce qu'on appelle une fois qu'une étiquette est apposée, on ne peut voir que les défauts de l'autre partie, mais pas la vulnérabilité de l'autre. Alors, l'étiquette que vous apposez est-elle exacte? Il y a une forte probabilité qu'elle soit inexacte, pour deux raisons. Premièrement, tous les adultes savent que le monde réel n'est pas comme joué dans des films et qu'il n'y a pas tellement de méchants absolument décents. La grande majorité des gens sont des gens ordinaires, pas mauvais de nature, généralement bons, mais qui font parfois des erreurs. Deuxièmement, si vous sentez que les autres vous causent délibérément des ennuis, vous pouvez changer de point de vue et essayer de créer des ennuis aux autres. Vous constaterez qu'à partir du moment où vous avez de mauvaises intentions, avant que quelqu'un d'autre puisse vous le dire, vous vous sentez mal à l'aise dans votre cœur. Par exemple, si vous faites un signalement dans le dos de quelqu'un d'autre, vous vous sentirez paniqué lorsque vous reverrez cette personne. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous voulez spécifiquement déranger les gens, vous devez y consacrer beaucoup de temps, d'intelligence et de cœur. Ces coups émotionnels dépassent de loin votre imagination. La plupart des gens ne peuvent tout simplement pas supporter ce sentiment d'instabilité. Pour parler franchement, le coût psychologique des erreurs est très élevé. De ce point de vue, il y a beaucoup de choses que vous pensez être causées par d'autres, mais en dernière analyse, c'est un malentendu. Bien sûr, vous comprenez peut-être cette vérité, mais lorsque vous rencontrez cette situation à un moment critique, vous ne pouvez tout simplement pas vous en empêcher. Stephen Covey, le célèbre gourou américain du management, a dit un jour quelque chose qui tombera probablement dans le piège de beaucoup de gens. Le sens général de cette phrase est le suivant: le but de l'écoute de nombreuses personnes n'est pas de vouloir vraiment écouter, mais de répondre après avoir écouté. Notez qu'il existe une base scientifique derrière cela. Selon des recherches menées par des scientifiques, il existe deux systèmes dans le cerveau humain. Pour simplifier la description, nous appelons le premier système le système du plaisir et le deuxième système le système du désir. Ces deux systèmes, pour faire simple, le système du plaisir est responsable du sentiment de plaisir des gens, tandis que le système du désir est responsable du sentiment de désir des gens. En d'autres termes, lorsque vous souhaitez particulièrement faire quelque chose, votre motivation se divise en fait en deux niveaux. Il y a certaines choses dont vous vous sentez particulièrement heureux une fois terminé. Mais ce plaisir est temporaire, ce n'est pas votre désir sincère. Par exemple, lorsque deux personnes se disputent, l'une d'elles a toujours envie de penser que ce serait formidable si je le grondais. Cependant, lorsque vous avez fini de gronder, ne vous inquiétez pas, plus vous grondez, plus cela devient en colère. C'est le problème de ce joyeux système, il est très trompeur. Cela peut vous donner l'impression que tant que vous faites cela, vous serez particulièrement heureux. La riposte, dont nous avons parlé plus tôt, est un comportement typique motivé par le système heureux. Cependant, l'autre système du désir est différent. Il s'agit de nos désirs les plus profonds. Par exemple, nous aspirons tous à être pris en charge, écoutés et respectés. Une fois ces besoins satisfaits, ce n'est pas un plaisir momentané, mais une satisfaction à long terme. Lorsque vous êtes en colère, les deux systèmes vous envoient des signaux en même temps. Par exemple, lorsque vous avez une querelle, le système du bonheur vous dira de vous gronder en retour, et vous serez soulagé après la réprimande.
Cependant, le système du désir vous dira de ne pas faire cela. Ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur n'est pas une querelle, mais une belle relation. Le fait est souvent que le signal du système du plaisir est particulièrement fort et que le son submerge complètement le système du désir. En d'autres termes, vous ne manquez pas de motivation pour être gentil avec les autres, vous êtes simplement contrôlé par ce système du plaisir. Et notre tâche est de laisser le système du désir prendre le dessus. C'est la question qu'examine ce livre. Comment le faire concrètement? Le plan donné dans le livre est divisé en 4 étapes. La première étape est appelée observation sans commentaire. C'est-à-dire que je décris seulement ce que je vois, je fais attention aux faits mais je ne fais pas de commentaires aléatoires. N'ignorez pas ce principe simplement parce qu'il semble simple. Il faut savoir que l'observation sans jugement est l'étape la plus importante de toute la méthode de communication non violente. Pour reprendre une phrase du philosophe indien Krishnamurti, l'observation sans jugement est la forme la plus élevée de l'intelligence humaine. Pour vous aider à maîtriser cela, nous pouvons faire un petit exercice. Veuillez voir si les mots suivants sont des observations ou des commentaires. Vous êtes si généreux versus je vous ai vu donner de l'argent aux personnes dans le besoin. Bill est tellement paresseux versus Jacques passe 10 minutes à nettoyer la chambre chaque mois. Lily adore tergiverser. Versus Ross ne révise ses devoirs que la veille de l'examen. Évidemment, la première phrase est un commentaire et la seconde une observation. Maintenant que les exercices sont faits, c'est facile, non? Cependant, faire la distinction entre observation et commentaire n'est que la première étape de la communication non violente. Ensuite, faites attention, voici le point clé. Vous devez exprimer votre ressenti à partir des faits que vous avez observés, puis décrire vos besoins en fonction de votre ressenti, et enfin faire une demande. En termes simples, l'ensemble du processus de communication non violente se compose de 4 étapes, l'observation, le ressenti, le besoin et la demande. Cela peut paraître un peu abstrait, regardons une situation plus précise. Lorsque vous vous sentez en colère et que vous souhaitez déclencher une bagarre, vous pouvez utiliser ce modèle de phrase pour répondre. Par exemple, un collègue de travail s'est mis en colère contre vous aujourd'hui, disant que votre travail était en désordre. Vous avez hâte de riposter tout de suite, ne vous inquiétez pas, réfléchissez selon ces 4 étapes, puis répondez. Vous pouvez dire ceci, j'ai entendu tous vos commentaires et j'ai l'impression que mon travail n'est pas reconnu par vous, je pense que je dois m'améliorer pour obtenir votre reconnaissance. Pourriez-vous s'il vous plaît me donner des suggestions plus spécifiques basées sur ce que vous venez de dire? Et ça? Si c'était vous, serait-il difficile de se mettre à nouveau en colère après avoir entendu une telle réponse? En même temps, lorsque vous prononcez ces mots, sentez-vous que votre relation avec l'autre a subi un léger changement de bienveillance? En effet, les 4 éléments observation, ressenti, besoin et demande n'apparaissent pas nécessairement en groupe, ils peuvent également être séparés et utilisés de manière flexible. La clé pour utiliser ces 4 éléments est de les avoir à l'esprit. Tant que ces 4 éléments sont clairement distingués, la communication peut être grandement améliorée. Le cœur de la communication non violente n'est pas de se précipiter dans un jugement, mais de commencer par l'observation. Et organiser le langage et communiquer avec les autres selon les 4 étapes de l'observation, du sentiment, du besoin et de la demande. En fait, la logique sous-jacente de cette méthode n'est rien de plus que 2 phrases. Cela signifie se débarrasser de la théorie de la motivation et croire que la nature humaine est bonne. Qu'est-ce que cela signifie? Autrement dit, peu importe ce que les autres font pour vous rendre malheureux, ne spéculez pas sur les motivations. Ne pensez pas que quelqu'un vous cible définitivement et vient pour vous. Deuxièmement, il faut croire que la nature humaine est bonne. Notez que ce que je dis ici n'est pas pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de bonnes personnes dans le monde, mais pour croire en vous-même, croire que vous êtes gentil au fond de votre cœur et croire que vous n'êtes pas une personne qui spéculera avec malveillance sur les autres. Une fois que vous aurez adopté cette perspective, il vous sera plus facile d'éveiller les 4 éléments de la communication non violente, qui sont l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. La seconde partie. À ce stade, c'est à peu près tout pour la méthodologie de l'ensemble du système de communication non violente. Bien entendu, en plus des méthodes systématiques mentionnées ci-dessus, l'auteur dispose également de quelques instructions spéciales. Ces conseils peuvent améliorer dans une certaine mesure les relations entre les gens. Parlons-en un par un. Le premier conseil est d'essayer le moins possible de vous comparer aux autres. Comparer, ce n'est pas difficile à comprendre, c'est une habitude de tout comparer. Attention, en faisant des comparaisons, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Vous voyez que les autres sont meilleurs que vous, et vous avez alors la motivation de travailler dur pour les surpasser. Cependant, ce n'est pas une bonne chose si vous développez l'habitude de comparer. Par exemple, 2 personnes qui ont grandi ensemble et sont allées ensemble à l'université depuis la maternelle valent 2 frères. Cependant, une fois entré dans la société, on devient scientifique en 2 ans. Et l'autre? Sans trouver de travail, si les 2 se retrouvent, cette personne qui n'a pas une vie satisfaisante se sentira certainement mal à l'aise. Pour emprunter les mots originaux de l'auteur,
il s'intitule « La comparaison coupera la gentillesse de nos cœurs envers les autres sans que vous vous en rendiez compte ». Pour un autre exemple, l'auteur a également mentionné un livre avec un titre étrange intitulé « Comment vous rendre misérable ». L'auteur est Dan Greenberg. Alors, comment pouvez-vous rendre votre vie particulièrement misérable? La méthode est très simple, il suffit de faire une comparaison. Par exemple, il y a un exercice sur la première page de ce livre. Laissez-moi vous montrer deux photos, une mâle et une femelle, toutes deux avec de très belles silhouettes. Quand j'ai vu ça, c'étaient tous de beaux hommes et de belles femmes, et j'étais de bonne humeur. Cependant, vous ne serez pas satisfait de l'étape suivante, la taille, le poids et les mesures du modèle sont indiqués à côté de la photo. Ensuite, laissez-vous prendre une règle et mesurez-vous. Remplissez ensuite vos propres données et faites une comparaison. Après la comparaison, toute bonne humeur avait disparu. C'est le premier conseil de l'auteur, ne vous comparez pas facilement aux autres. Le deuxième conseil est de ne pas se soustraire à ses responsabilités sous prétexte de devoir le faire. Qu'est-ce que cela signifie? Pour le dire simplement, de nombreuses personnes trouveront toujours une raison de dernier recours lorsqu'elles font quelque chose qu'elles estiment être mal. Par exemple, ce livre mentionne un incident réel, celui d'une école à l'étranger qui a demandé à des enseignants de noter les élèves. Notez que non seulement les examens doivent être notés, mais aussi les performances quotidiennes des étudiants. Un enseignant était particulièrement irritable. « Je déteste les notes, dit-il. Je ne pense pas que ce soit bon pour les étudiants. Cela les rend simplement anxieux. Mais maintenant, en raison des exigences ci-dessus, je dois à nouveau donner des points. » À première vue, ce professeur semble être du côté des élèves. Cependant, si vous y réfléchissez bien, il évite en fait toute responsabilité. Vous voyez, puisque la notation est obligatoire, vous devriez réfléchir à la manière de transformer la notation en un outil utile pour les étudiants. Par exemple, pour obtenir de meilleurs résultats, devez-vous améliorer la communication avec les étudiants? Devons-nous faire preuve de diligence dans l'observation des besoins des élèves? Une fois que vous constatez qu'un élève a un problème de score, souhaitez-vous réfléchir à la manière de l'aider à s'améliorer? Vous voyez, ce n'est pas une simple phrase que le supérieur m'a demandé de faire, donc je dois le faire. Et une fois que vous pensez de cette façon, cela équivaut à vous dire que quelles que soient les conséquences que je vous donne en passant, cela n'a rien à voir avec moi et ne relève pas de ma responsabilité. J'ai dû le faire parce que mes supérieurs me l'ont demandé. Par conséquent, l'auteur de ce livre, le Dr Luxembourg, suggère que nous ne devrions pas utiliser dès le début ce modèle de phrase « il faut » remplacer « je dois » par « je choisis ». Par exemple, vous disiez « je dois donner des notes parce que mes supérieurs le demandent ». Vous pouvez désormais dire « je choisis de donner des notes parce que je veux utiliser l'outil de notation pour améliorer les élèves ». Vous voyez, une fois que vous avez remplacé « je dois » par « je choisis ». Sans le savoir, vous prenez l'initiative de faire preuve de gentillesse envers les autres. Méfiez-vous donc du mot « devoir ». Cela vous fait renoncer à vos responsabilités. Une fois que votre sens des responsabilités aura disparu, votre relation avec les autres deviendra de plus en plus aliénée. Le troisième conseil de l'auteur est qu'il faut apprendre à identifier les émotions. En d'autres termes, vous devez comprendre correctement vos émotions. On se demande souvent, comment communiquer efficacement? La réponse est sans aucun doute que tout le monde devrait faire preuve de bon sens. Le sous-texte est que les émotions ne sont pas une bonne chose et qu'elles affecteront nos relations. Cependant, si vous le pensez vraiment, vous vous trompez. L'auteur estime qu'il n'y a pas d'émotion déraisonnable et que derrière les émotions, il doit y avoir une sorte de besoin rationnel caché. Par exemple, le désir d'être entendu, aimé, populaire, etc. Comme l'a dit un psychologue, l'émotion est en fait une sorte de rationalité, mais c'est une rationalité sombre. C'est-à-dire qu'il travaille dans l'obscurité pour nous aider à prendre des décisions raisonnables, mais vous n'en êtes pas conscient. Par exemple, après avoir eu une dispute avec quelqu'un, vous vous sentez coupable. Poussé par cette culpabilité, vous vous demandez s'il faut avoir une bonne conversation et vous réconcilier avec l'autre personne. Vous voyez, la force motrice derrière ce comportement rationnel est en réalité l'émotion. Vous voyez, il n'y a rien de mal avec les émotions elles-mêmes. La clé réside dans la capacité à identifier les besoins sous-jacents derrière les émotions. Pour vous aider à mieux comprendre cela, je voudrais citer un point. Ceci est mentionné dans le livre « La haute intelligence émotionnelle s'apprend ». Il dit que les émotions humaines sont en réalité divisées en deux types, l'une est appelée émotion primaire et l'autre est appelée émotion dérivée. Par exemple, vous conduisez et tout à coup une voiture fusionne devant vous et vous la heurtez presque. Quelle a été votre première réaction? Ce doit être la peur. La première émotion de peur qui surgit est l'émotion primaire. Cependant, après avoir eu peur, vous penserez immédiatement, est-ce que cela ne va pas tuer quelqu'un? Tentative de meurtre. Tellement irritant. La peur s'est vite transformée en colère. Cette colère dérive de la peur, on l'appelle une émotion dérivée. Vous voyez, les émotions brutes sont souvent des réactions physiologiques tout à fait normales et vous ne pouvez pas les contrôler.
La clé est que vous avez le choix concernant l'émotion dérivée. Par exemple, lorsque vous êtes en colère, demandez-vous d'abord s'il s'agit de mon émotion originale ou d'une émotion dérivée. Par exemple, quelqu'un dépasse quelqu'un illégalement sur la route et vous vous sentez en colère. Vous pouvez réfléchir encore un peu, pourquoi suis-je en colère? Quelles étaient mes émotions avant de me mettre en colère? Après y avoir soigneusement réfléchi, au départ, je n'étais pas en colère, mais effrayé. Pourquoi avoir peur? Parce que c'est dangereux. Alors que faire? Vous devez être plus prudent pour éviter le danger et ne jamais vous venger. Pour un autre exemple, aujourd'hui, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé mon amant assis sur le canapé en train de jouer avec son téléphone portable sans même lever la tête. Vous vous sentez en colère. J'ai travaillé si dur et vous jouez toujours avec votre téléphone. J'ai hâte de commencer une querelle immédiatement. Mais réfléchissez bien, êtes-vous vraiment en colère en premier lieu? Vous êtes probablement fatigué, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'avoir été fatigué par le travail toute la journée, et quand je rentre à la maison, mon proche devrait au moins demander de l'aide et faire preuve d'inquiétude. Par conséquent, votre émotion originelle est en réalité une perte et un désir qu'on prenne soin de vous. Si tel est le cas, pourquoi ne dites-vous pas simplement « Je suis un peu fatigué aujourd'hui et c'est à vous de faire le ménage ». Dès que j'ai prononcé cette phrase, je me suis senti différent. En parlant de cela, il n'est probablement pas difficile pour vous de constater qu'il existe principalement cette couche de traitement entre les émotions primaires et les émotions dérivées. C'est le jugement moral dont nous avons déjà parlé. Pourquoi votre peur se transforme-t-elle en colère lorsque quelqu'un vous dépasse? Parce que vous pensez que cette personne l'a fait exprès. Pourquoi vous mettez-vous en colère lorsque vous voyez votre amoureux jouer avec son téléphone portable? Parce que vous sentez qu'il l'a aussi fait exprès, convoitant délibérément le petit bonheur apporté par le téléphone portable et vous négligeant. L'avez-vous découvert? Après avoir discuté dans un si long cercle, vous revenez à la question initiale. La cause profonde de tous les problèmes de communication est en fait notre imagination instinctive. Nous imaginons que derrière toutes les actions, il doit y avoir une intention bien pensée et une sorte de raison morale. Alors que faut-il changer? En dernière analyse, c'est toujours la même phrase, il faut croire que les gens sont généralement gentils, et il faut aussi croire que l'on est gentil. Maintenant, ce livre est terminé. Quelle est votre opinion différente à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.